précédemment dans Scrum Life. Alors notre hypothèse, c'est que certains pros ne voient pas de valeur à gérer eux-mêmes leur mobilier. On n'a qu'à leur proposer sur le site tout un système d'abonnement. Bon, il faudra aussi rajouter tout le back-office, toute l'offre d'abonnement qu'il faudra bien contourer, voir tous les détails. Non, attendez, là, je vous arrête. Si ça se trouve, ça va intéresser personne, là, notre idée. On pourrait simplement ajouter une option dans le panier qui leur propose de prendre notre service. Par contre, attention, c'est que si effectivement les gens ils le prennent, là, toi tu recevras le mail et il faudra être un petit peu au taquet, mais on n'aura rien préparé de plus derrière niveau service. Nouvelle approche, mais souvenir douloureux. Nous allons nous lancer dans la personnalisation des couleurs, des sommiers à latte. Bon, bien sûr, en mode MVP, on vérifie juste que c'est bien ce que les clients veulent. Ça me plaît pas cette approche. On va faire de la dette et qui est-ce qui va le payer? C'est nous. Oh, t'es sûr? Mais oui, rappelle-toi tous les projets avant là. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me rappelle, à la fin du projet, j'avais bossé toutes les nuits à rattraper toutes les qu'on avait laissées un peu partout. Ouais, non, t'as raison, il n'y a pas moyen, plus jamais on fait ça. On va leur dire que la qualité chez nous, c'est non négociable. C'est comme ça, et puis c'est tout. Le product owner de l'équipe Panda a bien compris le nouveau mindset qu'il doit adopter, notamment au travers du Lean Startup, pour construire le meilleur produit. Mais de leur côté, les développeurs ont vécu des expériences malheureuses et vraies qui leur fait vraiment remettre en question le bien fondé de l'approche. Alors, comment faire ? Bienvenue dans notre série La gestion de produits en pratique. Aujourd'hui, on va suivre l'équipe Panda qui essaie justement de faire la part des choses entre l'effort qui doit être porté sur la qualité et de l'autre côté, la capacité à apprendre vite qu'on doit se laisser. Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'état d'esprit agile. Je co-anime Scrum Life avec Constantin Guay. Scrum Life, c'est aussi toute une communauté qui nous soutient, avec laquelle on échange, qui s'entraide, qui partage. N'hésitez pas à nous rejoindre. Dans cet épisode, vous allez voir que souvent, certaines personnes parlent d'expérimentation alors que d'autres de pérennisation. Est-ce vraiment un problème ? L'important, c'est de s'aligner. Et pour ça, vous verrez quel est le prérequis et nous vous donnerons nos conseils concrets pour vous aider à vous lancer. Des choses qu'on a vraiment pu mettre en place dans la vraie vie. L'équipe Panda vit une situation assez classique. D'un côté, le product owner parle d'expérimentation, de tester des hypothèses. De l'autre, les développeurs parlent de qualité, de faire quelque chose de pérenne dans le temps. Car oui, ils ont déjà vécu de devoir faire des trucs soi-disant temporaires qui sont là depuis 5 ans, apportant problème sur problème et ralentissant la production. En réalité, ils ne parlent pas de la même chose, ils ne sont pas alignés, et c'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas. Et ils ne sont pas alignés car, à vrai dire, les deux ont raison. Alors je nuance, on ne veut pas simultanément les deux. Ce qu'on veut, c'est conjuguer ces deux approches sur l'ensemble du cycle de développement du produit. On va typiquement expérimenter des phases d'expérimentation, de découverte, où ce qu'on veut effectivement, c'est apprendre et apprendre au plus vite pour le moins cher, et d'autres phases où on a trouvé ce qu'on voulait découvrir justement, et où là, on va plutôt pérenniser, stabiliser, rendre durable dans le temps. Cette approche a notamment été formalisée par Meilleurs Agents. Ils ont fait un fantastique retour d'expérience sur leur mode de fonctionnement en général. N'hésitez pas à le consulter, on vous met le lien ainsi que tous les autres liens, tous les contenus connexes à cette vidéo dans l'article compagnon que vous trouverez sur scrumlife.tv/qualité VSMVP en tout attaché. Vous y trouverez tous les liens qu'on référence dans cette vidéo ainsi que d'autres contenus connexes pour vous aider à faire votre veille. Donc si on revient sur cette idée-là, on alterne les deux phases. Comment ces deux phases vont se concrétiser d'un point de vue développement, d'un point de vue équipe? Eh bien, quand on est dans la phase de découverte, d'expérimentation, comme on n'est pas sûr de ce qu'on va découvrir et d'où on va, le mot d'ordre serait « est-ce qu'il y a moyen de le faire pour le moins cher possible ?» Alors que dans la deuxième phase, on a appris. On sait ce qu'on veut faire, et là maintenant on a surtout envie de capitaliser dans la durée sur ce qu'on fait pour que ce soit pérenne. Là au contraire, le mot d'ordre qu'on donnerait à l'équipe, ce serait plutôt « prends tout le temps nécessaire, vraiment tout le temps qu'il te faut que ce soit nickel, faut que ça dure dans le temps, faut que ça nous fasse des années ». Un exemple concret qui illustrerait ce que ça veut dire en pratique, toujours tiré de ce qu'ils font chez Meilleurs Agents, dans toute leur batterie de tests, ils ont un certain nombre de tests qui se placent au niveau de l'interface utilisateur. Ce sont des tests qui sont assez coûteux à exécuter et surtout très coûteux à automatiser et à maintenir. Le parti pris de Meilleurs Agents, c'est de se dire, tant qu'on est dans cette phase justement de découverte,
on ne sait pas où on va, on est notamment sur des tests AB, eh bien on ne les automatise pas, on les fait manuellement. Parce qu'on ne sait pas ce qui va marcher, tout ce qui ne marchera pas, on va le jeter. Et quand on rentre dans la deuxième phase, où là on doit faire du stable, du durable, alors là, très clairement, on prend les scénarios, on les implémente, on les automatise, on met tout l'effort nécessaire pour que ce soit nickel. Il est nécessaire de s'aligner sur ce qu'est la qualité, mais aussi sur votre processus d'apprentissage. Vous voulez créer un mode de fonctionnement qui permettra de combiner qualité et rapidité d'apprentissage, en appliquant des limites et des contraintes claires, et surtout en intégrant que des enjeux et des objectifs différents amènent à des approches différentes. Pour aider à ce type d'alignement, vous pourriez faire un atelier que nous vous avons déjà présenté sur la chaîne, l'atelier pour construire une vision partagée de la qualité. Dans cet atelier, dans un premier temps, chacun va pouvoir partager ce que veut dire pour elle ou lui un produit de qualité. Puis, dans un second temps, vous pourrez définir ensemble le niveau de qualité que vous devez atteindre. Cet atelier est vraiment très puissant pour provoquer des déclics autour de cette question du bon niveau de qualité à suivre pour chaque sujet. Regardons justement comment l'équipe Panda va vivre l'atelier. Alors, vous allez commencer par écrire les différents aspects de la qualité d'un produit, selon vous, ou des catégories de tests, c'est bien aussi de lister des catégories de tests. Et puis, on va les partager tous ensemble. Et puis moi, de mon côté, pendant que vous les présenterez, je vais les regrouper. Je les regrouperai d'une certaine manière. Voilà, je vous en dis pas plus, justement, c'est le principe de l'atelier. Donc, comme on le voit, il y a plein d'aspects différents à la qualité. Et en fait, le bon niveau de qualité, c'est quelque chose qui dépend de ce qu'on veut faire. Quand on est en train de construire une fonctionnalité très utilisée, même fondamentale à notre modèle, alors clairement, il va falloir bétonner la qualité technique, si je puis dire. Car si on n'a pas des bases très solides, c'est les niveaux du bas de la pyramide, alors on ne pourra pas réaliser notre vision, nos objectifs, c'est les niveaux du haut. Mais à l'inverse, si ce qu'on construit, on n'est même pas sûr que c'est ce qu'il faut faire. Typiquement, c'est le cas avec le MVP. Alors là, c'est l'inverse. Ça sert à rien de passer trop de temps sur les niveaux inférieurs de la pyramide parce que, on ne sait même pas si ce sera utile. Dans ce cas-là, on risquerait de construire pour trop cher, en trop de temps, ce qui, au final, n'est qu'un test, qu'une expérience. Ah ouais, c'est pas mal là, la pyramide, comme manière d'expliquer, Pas mal. Mais ouais, en fait, il faut qu'on ajuste notre niveau d'effort aux enjeux qui sont derrière, sur chaque sujet. Bah oui, quand on est sur le MVP, il faut faire au plus simple, au plus rapide. Mais après, dès qu'on a validé que c'était la bonne chose, là on s'investit, on investit à fond même. On se donne le temps qu'il faut pour vraiment faire bien. Avec cet atelier, l'équipe Panda s'est enfin alignée. C'est vraiment un très bon atelier pour sensibiliser à la qualité en général. Et là, dans ce cas de figure, ça nous a vraiment aidé à voir toutes les subtilités de la qualité, les tenants et les aboutissants, et aussi que c'est un sujet dynamique. Il faut adapter le niveau de qualité à ce qu'on est en train de faire. J'en profite pour vous dire que c'est un atelier que j'ai animé déjà pas mal de fois, que je maîtrise très bien et que j'affectionne. Je trouve vraiment très puissant sur ce qu'il arrive à provoquer. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'aide pour l'animer ou pourquoi pas juste des conseils. Et pourquoi pas par exemple via Scrum Life, vous pouvez aller sur scrumlife.tv/contact. Et puis écrivez-moi, écrivez-nous, ça sera vraiment un grand plaisir de vous aider. Réussir dans cette approche est plus simple à dire qu'à faire. Un des prérequis, c'est la culture de l'entreprise. Vous aurez beau définir une stratégie très saine, une stratégie de champion de la qualité et de l'innovation, la culture de l'entreprise peut réduire vos efforts à néant. Comme disait le professeur de management Peter Drucker, la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et personnellement, je peux vous le confirmer pour l'avoir vu et vécu de nombreuses fois. Vous devez donc vous protéger et protéger l'équipe d'une culture qui, par exemple, ça peut arriver, repose sur la pression à livrer, toujours livrer, et plein de fonctionnalités. Faudrait pas qu'on croie que vous vous tournez les pouces. Dans ce type de culture, vous le savez, quand l'équipe livre de la elle le paye après. Il est donc aussi important de provoquer cet alignement au-delà de l'équipe. Les parties prenantes doivent également partager cet engagement, la promesse de ce mode de fonctionnement, de se dire qu'on est d'accord que tantôt on va aller au plus vite, mais que c'est toujours temporaire, c'est pour apprendre, et qu'après, il y a des phases où on va stabiliser, faire les choses bien. Elle doit arriver cette phase, ce moment où on donne ce temps. Quels conseils pourrions-nous vous donner pour que vous réussissiez à vous lancer? Chez Meilleurs Agents, ils ont de la chance, car leur management a pris conscience de l'importance de cette approche, de ce mode de fonctionnement. D'ailleurs, vous noterez que leurs conférences, leurs retours d'expérience sont donnés en binôme
par leur CTO, leur directeur technique, et leur lead PM, leur directeur produit principal. Donc voilà, hein, on peut dire qu'ils sont alignés et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, ce qu'ils racontent justement dans leur retour d'expérience, c'est que leur plus gros problème, c'était de convaincre les développeurs justement que leur intention était authentique, que oui, vraiment, ils allaient avoir tout le temps nécessaire pour solidifier, pérenniser les développements. Mais revenons à vous. Peut-être que justement chez vous, c'est pas comme ça. Et ça va être à vous justement, équipe, de convaincre autour de vous pour réussir à adopter cette démarche. Qu'est-ce qui vous empêche en tant qu'équipe de le faire? Chez moi, ce n'est pas possible parce que... On va se poser les défis d'avoir une réponse à toutes vos objections. Mais vraiment, hein, dites-nous en commentaire ce qui vous empêcherait de mettre ce type d'organisation en place. Voyons quelques possibilités de barrières que vous pourriez rencontrer et qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour y répondre, pour le résoudre, pour le contourner. Et en plus de vous donner ces éléments, on va vous donner des exemples de ce qu'on a pu voir ou mettre en place chez nos clients pour vraiment concrétiser les pistes qu'on vous donne. On va regarder 4 grands cas de figure. Tout d'abord, vous êtes peut-être dans une équipe qui n'est pas autonome. Notamment, elle n'a pas la main sur son environnement de production et donc on ne lui laisse pas vraiment fixer ses critères de qualité. Deuxième cas de figure, peut-être êtes-vous soumis à des régulations, à des normes, à des contraintes de sécurité. Et là, donc du coup, comment fait-on pour travailler avec ces contraintes? Vous pouvez aussi avoir des contraintes qualité qui vous sont imposées par un outillage centralisé. Vous travaillez avec tout le monde, l'outillage vous force à rentrer dans le moule. Ou alors, tout simplement, quelqu'un qui ne veut rien entendre et qui bloque tout. Avouez-le, c'était surtout de cette situation-là dont vous aviez envie qu'on parle. Commençons par le premier, l'équipe n'est pas autonome pour produire, avec un cas très classique, c'est l'équipe n'a pas la main sur la prod, et elle doit passer par une autre équipe, typiquement les ops, ceux qui gèrent la prod, les serveurs, et donc comment faire, on est un peu coincé. Une solution possible et faisable si votre produit est un produit informatique, c'est de ne pas être dépendant du SI de l'entreprise, son système d'information mutualisé, avec tout ce que ça implique de bon comme de mauvais. Pour ça, il va vous falloir le prendre en compte dans le budget, bien sûr. Ce n'est pas forcément un budget énorme, surtout au début d'un projet où le produit va être tout petit. Mais il va quand même falloir convaincre quelqu'un pour ça. J'ai pu voir à quel point cette capacité à être autonome sur la livraison était impactante pour les équipes. De très bonnes équipes avec un très bon produit et un bon état d'esprit ont vu leur effort réduit à néant par la machine à broyer de l'entreprise qui leur imposait un processus très lourd pour la mise en production. J'ai aussi pu vivre avec des équipes qui avaient fait le choix de sortir du système de mise en production de l'entreprise, le SI, mais en amenant un OPS dans l'équipe. Cette personne, qui connaît bien les environnements et les contraintes de sécurité informatique, pouvait alors jouer une sorte de garde-fou. Elle avait la confiance de la direction informatique et aussi de l'équipe. Sa présence aidait l'équipe à bien intégrer ses contraintes tout en rassurant les responsables. C'est bien sûr valable dans d'autres domaines que l'informatique. N'hésitez pas à expliquer votre problème dans les commentaires pour voir comment nous pourrions y transposer ces exemples. Tous ces problèmes viennent du fait que l'entreprise impose des normes, souvent pour de bonnes raisons. Il faut donc les comprendre et les intégrer, quitte à ce que ce soit dans un processus de les faire changer. Alors on est clairement sur des contraintes qu'on va être obligé de respecter d'une manière ou d'une autre. Malgré tout, prendre une approche justement MVP, où on va défaire le minimum de choses pour avancer, par exemple en limitant les accès, ça va permettre de s'en sortir. Car finalement l'enjeu, ça va être de trouver des solutions dans les contraintes données. Un exemple qu'on a pu voir, ça peut être de restreindre l'accès à l'application au produit via les adresses IP. Plutôt que d'avoir un produit qui s'adressera tout de suite à toute la Terre, on va juste prendre quelques clients bien connus, bien identifiés. On sait quelle est leur IP, puisque ce sont des grosses boîtes, elles passent par un accès Internet centralisé. Elles ont un ensemble d'adresses IP bien à elles. On prend juste ces adresses IP-là et on restreint l'accès à celles-ci. Résultat, on se retrouve à avoir pas trop de trucs à gérer niveau protection des données. Autre cas de figure, vous pouvez donc avoir des contraintes qualité qui vous sont imposées via un outillage centralisé, typiquement toute une chaîne de construction d'intégration continue ou de déploiement continu. Et donc cet outil-là, il force un ensemble de critères à respecter absolument. Dans ce cas-là, votre meilleure approche, ça sera d'aller voir les personnes, d'expliquer, de convaincre et aussi de montrer votre bonne foi, que vraiment vous allez construire quelque chose de vraiment nickel, parfait, génial, quand vous serez en phase de pérennisation. Mais que là, pour l'instant, vous n'êtes même pas sûr de construire la bonne chose et ça vous embête de faire tout ça. Par exemple, il m'est arrivé de tomber face à une personne un peu blasée. Après 18 ans dans l'entreprise, il ne croyait pas que ça pourrait avancer dans le bon sens. Résultat,
Quand moi je demandais à ce que mon équipe puisse livrer chaque semaine, et ce dès la première semaine, il me répondait alors qu'un serveur en production, c'était au moins 3 ou 4 mois de paperasse pour l'avoir. Évidemment, cette option ne m'allait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris rendez-vous avec les services qui s'occupent des environnements de production et nous y sommes allés. Moi, plein d'espoir, et lui, disons, plus mitigé. En quelques minutes, j'ai expliqué mon besoin, et la personne en face me répond qu'ils ont tout à fait ce genre de service, une sorte de cloud interne, et nous pouvons avoir une machine dans la journée. Tout ce qu'il aura fallu, c'est simplement aller discuter directement avec les personnes ayant les clés pour résoudre mon problème. Être des dépendances pour les équipes, ça ne leur plaisait pas non plus, donc c'est en fait normal qu'ils aient mis un système en place qui permette aux équipes d'être beaucoup plus autonomes et eux de se concentrer vraiment sur leur cœur de métier. On le voit, au final, les problèmes techniques, ça se règle. Ou en tout cas, on doit pouvoir en échanger objectivement. Mais parfois, c'est plutôt une volonté humaine, quelqu'un qu'il va falloir absolument convaincre. Et là, déjà, ce qu'on peut faire, ça peut être d'aller chercher des alliés, planter des graines un petit peu partout, convaincre les autres acteurs qui vont influencer à leur tour, justement. Une situation classique qui pourrait arriver, ce serait d'avoir un CTO, un directeur technique, qui ne veut rien entendre parce que lui, ce qu'il voit, c'est qu'il doit avoir des plateformes qui tournent, sur lesquelles il n'y a pas de souci, surtout pas prendre le risque de construire quelque chose un petit peu bancal, pas complètement propre. Et puis de l'autre côté, vous allez peut-être avoir le patron de la direction produit, le département marketing. Eux, quand on va leur présenter, est-ce que ça vous dirait qu'on teste des hypothèses, qu'on valide déjà qu'on est dans la bonne direction très très vite pour pas cher, eux, ils vont acheter, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on peut effectivement planter des graines à gauche, à droite et ça peut faire son chemin. Et si vraiment cette personne qui bloque, là, qui a le pouvoir de tout bloquer, elle veut rien entendre, mais rien du tout entendre. Je vais dire quelque chose de tout bête, mais qui semble important pour commencer. Considérez votre manager comme une personne qui est là pour vous aider à accomplir votre mission. En toute bienveillance, c'est-à-dire en ne partant pas du principe que c'est un La raison d'être de votre manager n'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues. Généralement, vous avez la même mission, votre réussite est aussi la sienne. Ce que vous pouvez faire, c'est amener une discussion basée sur des faits et tourner vers l'action. Personnellement, j'aime bien utiliser une approche comme la CNV, la communication non violente. Je vais décrire la situation telle que je la comprends, bien sûr, ce qu'elle a comme impact sur l'équipe, ainsi que l'action que je demande à la personne à qui je parle. Si vous voulez en savoir plus sur la CNV, je vous conseille grandement le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des portes. Vous trouverez dans l'article compagnon un lien d'affiliation qui vous permettra de l'acheter tout en étant Scrum Life sur scrumlife.tv/qualité vs MVP tout attaché. Dans vos échanges, vous voudrez mettre en lumière les contraintes qui posent le blocage afin de pouvoir construire ensemble des solutions qui intègrent ces contraintes. Tu ne peux pas avoir ça, mais débrouille-toi quand même pour accomplir ta mission. Dans ce cas un peu extrême, moi je réponds à cette personne que j'ai besoin de son aide. Si ces contraintes n'ont aucune solution, c'est à lui de m'expliquer comment nous pouvons faire le bon produit, car de notre côté, nous ne savons pas le faire avec les contraintes qu'il nous donne. Par exemple, si on ne peut pas mettre le produit dans les mains d'utilisateurs avant 6 ou 8 mois, nous devons trouver ensemble une solution pour quand même nous assurer que nous faisons le bon produit. Provoquer une démarche constructive. Un exemple d'outil qui pourrait vous aider, en tout cas dans l'état d'esprit, c'est ce qu'on appelle le perfection game. C'est cette idée-là, vous faites une proposition, voire vous fournissez un document, et la personne en face va devoir le noter, typiquement sur 10. Sauf que, attention à la manière dont elle note. On va partir de la note maximale, 10 sur 10, et on enlève un point par proposition d'amélioration. Donc la personne qui note est obligée de faire des propositions d'amélioration. Dit autrement, si le travail ne nous plaît pas trop, on n'a pas vraiment envie d'y aller, ça ne va pas, mais qu'on n'est pas capable de proposer mieux, on n'est pas capable de proposer d'amélioration, eh bien on est alors obligé de donner la meilleure note, 10 sur 10, puisqu'encore une fois, on ne sait pas proposer mieux. Si vous n'avez pas trouvé de solution viable dans cette vidéo, dites-le nous en commentaire, on vous répondra. On creusera avec vous et la communauté une idée de solution. C'est ça aussi la force de Scrum Life. Rejoignez-nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment, le pouce vers le haut, et puis aussi, très important, partagez-la à quelqu'un d'autre qui y trouverait de la valeur. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car c'est une série, dès la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode. Ne le ratez surtout pas. Et si vous pensez que vraiment, vous n'arriverez pas à convaincre cette personne qui bloque tout dans votre environnement, je vous invite à regarder cet épisode de Scrum Life où on rentre vraiment dans le dur, comment s'en sortir alors qu'a priori,
on n'a pas contrôle sur le sujet. J'y dévoile même quelques astuces un peu limites sur les bords, mais c'est pas grave, si c'est une stratégie qui marche, il faut y aller. Je vous dis à la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!